Bonsoir à toutes et à tous et très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle chronique sur BFM. Ce soir, nous parlons des tournées d'inauguration que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, effectue à travers le pays à Pointe-Noire. Il est ce mercredi à Dolisie dans le département du Niari, puis à Sibiti, Ouesso et Evo, couvrant ainsi plusieurs départements stratégiques. Ces inaugurations concernent des infrastructures variées, centres hospitaliers, routes, institutions scientifiques, musées et autres équipements qui, sur le papier, devraient contribuer à améliorer la vie des Congolais. Mais qu'en est-il réellement? Quel est le but de ce périple? Et qu'est-ce que la population congolaise gagne concrètement? Pour en parler, nous accueillons Brony Fortuna. Les chroniques des BFM, c'est maintenant. Bonsoir Brony. Bonsoir Gabriel. Très heureuse de vous avoir sur ce plateau. Le bonheur est partagé. Brony, le président est en tournée dans plusieurs départements depuis le 17 novembre 2025. Après Pointe-Noire, il est à Dolisie, dans le Niari, puis il va se rendre à Sibiti, Ouesso et Evo. Quelle analyse faites-vous de ce périple et quel est son objectif réel? Il faut savoir que le président a inauguré ses périples, sinon ses rencontres avec la population à l'intérieur du pays depuis mars 2025 à Madingo. On a vu qu'il a inauguré quelques unités industrielles, visité les ZAP et finalement on a eu des échanges directs avec la population. Il le disait à cette descente, sinon à ce déplacement, qu'il va poursuivre ces rencontres avec la population rurale. L'objectif, selon ce qu'il avait dit à Madingo, c'était aller en contact de la population rurale pour certainement prendre encore conscience, sinon toucher du doigt la réalité de la vie, j'ai envie de dire, rurale, ou encore des activités agropastorales qui se développent à la fois dans le cadre privé et public. Et il avait dit, donc au Pointe-Noire, c'est la seconde étape, puisqu'elle était repartie à Madingo, et finalement, Pointe-Noire, c'est pas aussi pour le président, toute cette année, a quand même s'est déplacé plus d'une fois à Pointe-Noire. Alors, il faut savoir que Pointe-Noire est une ville géostratégique parce qu'elle concentre le principal port maritime. Il y a également les activités économiques et industrielles. Vous avez aussi Pointe-Noire est un pilier important pour le développement du Congo. Et donc, le choix de Pointe-Noire avec cet institut, vous parlez national de la biologie, il faut savoir que c'est Pointe-Noire étant cette ville stratégique, géostratégique, comme le disait, il lui faut aussi des infrastructures, sinon des unités importantes pour permettre à cette ville-là non seulement de se développer en termes démographiques, mais avoir aussi des infrastructures qui lui permettent de faire face aux besoins de la population. Alors, vous parlez de c'est quoi l'objectif? L'objectif, vous le savez, à chaque année, ça doit pas être nouveau. À chaque année électorale, 2021, sinon 2020, 2021, le président avait également amorcé la même série des descentes, des inaugurations. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un calendrier qui est presque mécanique. Il faut donc voir tout ce qui se fait. Ça veut dire que à la fois le président inaugure, pose les premières pierres, c'est dans le cadre de son projet de société, dans le cadre de son programme, et finalement ça peut aussi être un moyen finalement pour le président de tester, de peser encore son poids politique à travers le pays. Est-ce qu'il est encore populaire? Est-ce qu'il est porté? Donc ça peut être, il y a donc un but, un objectif purement économique ou encore on va dire socio-économique, mais aussi, il faut pas ça oublier, et aussi politique, parce que nous sommes à quelques mois seulement d'élections présidentielles, et tel que les choses s'organisent sur le terrain, mobilisation des populations, parfois qui arborent les t-shirts des partis politiques, des banderoles et tout ce qu'il faut. Comment est-ce que les populations sont mobilisées? Il faut dire, et ça a vraiment une allure de peut-être pas de pré-campagne, mais à l'allure d'une véritable opération de séduction préélectorale. Mais il faut pas oublier l'aspect économique, l'aspect social de cette descente, parce qu'il avait dit qu'il veut aller rencontrer, et le président a le droit de se déplacer à n'importe quel moment pour aller rencontrer les populations. C'est vrai que l'on peut s'interroger, mais pourquoi tout se concentre maintenant à quelques mois de l'élection présidentielle? Un autre geste du président de la République, c'est la pose de la première pierre du musée de l'esclavage de Luango.
Que symbolise ce geste et quel message envoie-t-il aux Congolais et au monde? Oui, vous savez qu'il a inauguré à Pointe-Noire, en dehors de l'Institut, vous parlez tout à l'heure de la recherche biologique, il y a également une usine de la valorisation du gaz qui appartient à une société dont je ne vais pas citer le nom ici pour ne pas faire de la publicité. Et vous avez donc la pierre de musée, une autre université qui a été inaugurée, de Liumbu, je pense. Alors, ici, il faut comprendre que d'abord pour cet institut de recherche biologique, il faut savoir que les enjeux de souveraineté sanitaire sont de taille aujourd'hui. Et cet institut vient comme renforcer, j'ai envie de dire, la surveillance sanitaire au niveau pas seulement de Pointe-Noire, mais au niveau du Congo, mais aussi de la recherche biologique. On est dans une ville qui est à concentration démographique importante, donc qui est très peuplée. Il faut donc trouver, je le disais tout à l'heure, des institutions ou encore des infrastructures qui soient capables réellement de répondre aux besoins de la population et même aux besoins, j'ai envie de dire, de la politique sanitaire publique. Et vous avez donc le musée. Il faut rappeler que ce n'est pas pour la première fois que le président pose la première pierre au baie de Luango pour le même projet. Peut-être que je peux me tromper, mais en 2001 ou 2002, le président avait posé une première pierre là-bas, en présence de sa ministre à l'époque, l'ex-ministre de la Culture, Madame Mamboué Meniali. C'était dans l'objectif de transformer les baies de Luango à l'image de l'île de Gorée. Je me souviens qu'il repart là-bas en 2013. Il se rend compte que rien n'a été fait, que ce site-là était totalement inondé d'herbe. Et je me souviens, pour l'avoir accompagné, que le président n'était pas du tout content, pour ne pas dire qu'il était très en colère ce jour-là, de constater que rien n'a été fait. Et nous sommes allés au niveau du ministère pour vérifier pourquoi ce site-là n'a pas été, le projet n'a pas été développé. On nous a fait savoir que l'argent n'avait jamais été débloqué du trésor. Et là, donc, c'est le président tient tellement à ce projet qu'il est reparti, peut-être avec un nouveau projet mieux amélioré que ce qu'il devait faire avant. Mais on a constaté que la pierre est posée, que les travaux prendraient fin en fin 2026, donc après les élections. Mais il faut savoir que ce musée joue un rôle important, un rôle historique important, mais aussi touristique. Le fait d'avoir ce musée, de retracer l'histoire, de rappeler le rôle que le Congo a joué ou encore ce que le Congo a subi pendant cette période d'esclavage, c'est tellement important. Cela va donc être important à la fois pour des générations d'aujourd'hui, des générations futures, mais aussi pour l'humanité. Et je vous parlais tout à l'heure du développement du tourisme. Nous aurons dans ce pays quand même un musée important, puisqu'on n'en a pas aujourd'hui qui soit capable d'atteindre les musées que nous voyons, d'être au même niveau que les musées que nous connaissons à l'extérieur du pays comme l'île de Gorée. Mais le Congo donc pourra se doter, si les choses sont bien faites, enfin donc 2026, un musée important qui jouera un rôle très très important. Est-ce qu'on pourra rattraper le retard face à l'île de Gorée? Ici, on peut pas aller sur la comparaison. Le Congo n'a pas la même politique touristique que le Sénégal. Les deux pays ne sont pas au même niveau touristique. Vous savez que le Sénégal est de très loin un pays qui a réussi à développer son tourisme que le Congo. Le Congo peut être en retard, mais on va pas dire par rapport au Sénégal. Par rapport, je vous disais tout à l'heure, au manque de volonté politique. Le Congo en retard parce que finalement, depuis 2001, on aurait déjà eu un musée plus important. Peut-être que ce serait juste les réaménagements ou l'amélioration de ce qu'il fallait faire, mais le retard, c'est par rapport à nous-mêmes, c'est par rapport à la mauvaise gestion, c'est par rapport au manque de volonté politique. Et aujourd'hui, le président a acté un deuxième pas, un second pas pour construire finalement ce projet. Tout ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas pour la première fois à ce niveau, et ce n'est pas aussi pour la première fois que le président pose une pierre pour la construction d'une infrastructure quelque part, et finalement après rien n'est fait. On a vu au Congo, le Raoul Ominga, qui est le directeur général de la SNPC, nous a démontré qu'on peut construire une grande infrastructure en 3 mois, en 2-3 mois. Il a fait à la Liberté, bien fait ou pas bien fait. Est-ce que le projet a respecté toute la procédure qu'il fallait, l'urbanisation et tout ce qu'il faut?
faut, même si on constate les dégâts aujourd'hui de l'inondation, mais au moins on a démontré, on a un compatriote dans ce pays qui nous dit finalement c'est possible de faire quelque chose. Loin, donc voilà. Donc on peut, avec la volonté politique, on peut aujourd'hui, avec ce qui se fait au baie de Luango, en 2026, avoir réellement ce musée, et pour ne pas... et finalement, le président doit lui-même veiller à cela. Puisqu'on espère, si tout est programmé pour fin 2026, l'élection sur Mars, ce serait peut-être lui-même, puisqu'on peut qui ira inaugurer. Mais il faudrait qu'il veille à ce que finalement, qu'il ne retombe pas dans ce qu'il a vécu en 2021 et que finalement que les travaux soient suivis de très près par lui-même, qu'il contrôle d'une manière ou d'une autre, parce qu'il est entouré des experts aussi, que finalement les travaux aillent jusqu'au bout, que le Congo se dote réellement cette fois-ci d'un véritable musée. À Sibiti Bruni, le président va inaugurer un centre hospitalier moderne avec des équipements de pointe. Peut-on vraiment dire que les populations de la Lekumu bénéficieront de soins de qualité? Je vous parlais tout à l'heure des enjeux de souveraineté sanitaire qui sont d'état aujourd'hui. C'est vrai, on va pas peut-être commencer à voir ce qui est négatif. Il faut savoir que le département de la Lekumu est un grand département qui est frontalier au département des Plateaux, mais aussi de Niari, jusqu'ici. Et donc, il n'y a pas que la population de la Lekumu qui y va, on veut dire, des services sanitairement. Même ceux de la Bouéza peuvent aussi en bénéficier. Oui, voilà, sanitairement, va être des services sanitairement. Parce que c'est un centre important par rapport au gabarit du projet. Ça va permettre donc à la population d'avoir accès aux soins de santé importants. Les populations partiront certainement des petits centres, des petits hôpitaux, des petits cabinets pour avoir réellement un centre important, mais qui va, j'ai envie de dire, servir une très grande partie de cette zone. 2, 3, 4 départements. Le problème maintenant, il faut savoir, ce n'est pas l'inauguration comme telle, parce qu'on a déjà assisté aux inaugurations. Voilà, il faut savoir, je le disais tout à l'heure, que cet arbre des inaugurations cache souvent cache souvent la forêt des difficultés des populations. C'est-à-dire? On a vu des inaugurations un peu partout, après plus rien. Je vous prends l'exemple de la centrale d'Umboulou. La centrale électrique d'Umboulou. Vous vous souvenez, en 2010, le ministre Jean-Jacques Bouya nous rassurait avec force que le Congo, donc nous sommes en 2010, que dans 5 ans à peu près, donc 2015, 2020, le Congo ne devrait plus vivre les délestages électriques. Que le Congo devrait totalement être électrifié. Aujourd'hui, le quinquennat du président de la République Denis Sassou Nguesso touche presque à sa fin. Malheureusement, vous constatez à Brazzaville depuis quelques semaines, les délestages la loi ont repris d'une manière intempestive. Ça veut dire que on a bien inauguré, cette centrale n'a pas été bien gérée, n'a pas été construite selon les règles de l'art, les études, semble-t-il, n'ont pas été bien menées, et finalement, aujourd'hui, le Congo est encore dans l'éternel recommencement pour finalement soit reconstruire ce barrage, soit construire un autre barrage, comme on est en train de voir les projets qui naissent à gauche et à droite, mais ça a été donc un projet, un total fiasco. Donc cet hôpital, il faut savoir, il n'est pas le premier au Congo. Nous avons le CHU aujourd'hui qui est totalement ruiné et qui manque de moyens. DG après DG, rien ne fonctionne. Donc si on ne met pas du sérieux dans la gestion, si on ne met pas le sérieux dans le fonctionnement même de ces hôpitaux, dans les hommes qui doivent gérer ces centres hospitaliers, il faut savoir que tout va s'arrêter qu'à l'inauguration, le jour de l'inauguration. Et surtout qu'on est habitué à faire inaugurer au président de la République des infrastructures inachevées. Vous vous souvenez que il a été à Infondo pour inaugurer une centrale électrique qui devrait électrifier toute la ville d'Infondo, mais il faut y aller, donc aller à Infondo pour constater qu'Infondo est toujours dans le noir. Souvent électrifié quand il y a la présence de certaines autorités entre 18h et 22h, alors que le gouvernement nous a fait croire pendant un moment lors de cette inauguration que le problème était en grande partie résolu.
Je n'ai pas envie de vous citer le président lui-même, le lycée de la Révolution, qui aujourd'hui ressemble à une sorte de vieille baptiste, alors que ça ne date pas de 100 ans, ou c'est pas de quelle année que cette école a été construite. Pourquoi? Par mauvaise science. Le manque d'entretien. J'ai cherché à savoir, est-ce qu'il y a réellement des budgets d'entretien? Les budgets sont programmés, mais jamais débloqués pour permettre à ces ministères, par exemple, d'entretenir ces écoles. Bon, donc, c'est pareil pour cet hôpital. Il faudrait pas que les effets ou les faits, j'ai envie de dire, des inaugurations, nous fait oublier. Cet effet nous fait oublier que l'essentiel, ce n'est pas l'inauguration. L'essentiel, c'est ce qui suit après la gestion, la bonne gestion de ces hôpitaux, pour ne pas qu'on arrive aussi à ce qu'on a vu qu'avec Dolisie, les détournements et finalement les grèves sempiternelles, les recrutements illicites, parfois des faux recrutements. C'est des choses qu'il faut voir. Mais sinon, au fond, il faut dire que cette infrastructure est formellement destinée à résoudre les problèmes sanitaires de la population. Ces inaugurations, Brony, interviennent à quelques mois avant la présidentielle. Que peut-on comprendre de ce calendrier administratif ou politique? Bon, il faut savoir que, je le disais d'entrée de jeu, c'est ce qu'on appelle le syndrome du bonbon électoral. C'est-à-dire? C'est quand on avance vers les élections, vous savez que vous avez vu comment le PCT se mobilise. Pointe-Noire, on parlait de Pointe-Noire tout à l'heure. Tout à l'heure, Pointe-Noire, je parlais, c'est une ville géostratégique, mais c'est aussi une ville politiquement stratégique pour le PCT. Depuis les 2 dernières élections, le PCT n'a pas réellement réussi à faire gagner le président comme il le souhaite à Pointe-Noire. Il y a comme une sorte de fissure sociale, politique, entre Pointe-Noire et le pouvoir, sinon le PCT. Il faut donc reconquérir Pointe-Noire, puisque le Premier ministre est donc d'origine de cette ville-là. Vous avez d'autres cadres qui sont de Pointe-Noire, et vous avez le PCT qui s'impose à Pointe-Noire. Vous pouvez compter le nombre de déplacements que le président effectue à Pointe-Noire cette année, et même dans le cadre privé. Aujourd'hui, on peut comprendre que c'est aussi un moyen pour le président de se rapprocher de cette population, de rassurer cette population. Parce que Pointe-Noire, aujourd'hui, est l'une des villes, sinon les principales villes, qui souffrent du sous-développement, et pour ne pas parler d'enclavement économique et social. Vous allez à Pointe-Noire, quelques routes se construisent aujourd'hui, des nouvelles routes, 2 ou 3 à peu près, mais vous ne pouvez pas circuler librement à Pointe-Noire. Quand il pleut, tout ou presque est immergé. Donc, Pointe-Noire qui regorge en elle des plus grandes sociétés pétrolières et autres ne bénéficient en rien j'ai envie de dire, de cette richesse, ou encore, j'ai envie de dire, de cette potentialité économique. C'est de la malédiction, que je peux dire, une malédiction pétrolière où Pointe-Noire aujourd'hui se retrouve. Donc, il faut regagner le cœur des populations de Pointe-Noire. Il faut aller se rapprocher d'elles de plus en plus. Il faut multiplier les infrastructures. Il y a la zone économique spéciale de Pointe-Noire qui avance normalement, contrairement à d'autres zones. Vous parlez tout à l'heure d'autres infrastructures et les routes qui se construisent. Donc c'est une sorte de bonbon électoral qu'on offre à la population à l'orée des élections, comme on a vu à Dolisie. Pendant qu'on y est, Dolisie est totalement mobilisé pour un centre, un complexe, on va dire, éducatif ou scolaire. Alors que cette ville, quand vous circulez à Pointe-Noire, vous n'avez pas l'impression d'être dans une ville dont on dit être la ville de l'or noir. Pointe-Noire, Dolisie comme Pointe-Noire, se dégrade tous les jours. Allez voir l'aéroport de Pointe-Noire qui a été construit lors des municipalisations accélérées et il ne fonctionne, mais pratiquement plus. J'y étais, j'ai vu comment cet aéroport est totalement inondé et touffu d'herbe. C'est l'aéroport de Dolisie. De Dolisie, je parle bien de Dolisie, merci de me le rappeler. Donc vous avez ça aussi, vous avez le stade de Dolisie. Ces infrastructures qui devraient servir au développement du sport qui ne fonctionnent pas aujourd'hui. Mais vous avez le chômage des jeunes. Allez demander aux jeunes de Pointe-Noire, ils vous diront que le chômage bat son plein dans cette ville-là. Mais vous avez constaté que la population a été mobilisée à coups de billets
au mépris même des vraies situations, des vrais problèmes qui les préoccupent nuit et jour. Après cette fête, après cette inauguration, chacun va repartir dans sa vie réelle et finalement se rendre compte que l'école, oui, est venue peut-être en termes en termes de j'ai envie de dire de beauté, changer l'image de modernité, changer l'image du pays. Mais le problème de l'enseignement de l'éducation au Congo demeure préoccupant aujourd'hui. Nous avons besoin de ces baptistes. Nous avons besoin des centres modernes. Encore qu'il faut se poser la question si ce complexe est moderne. En termes de quoi peut-on dire qu'il est moderne si, avec les nouvelles technologies aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, si nous ne pouvons pas avoir des établissements qui soient hyper connectés et qui soient capables de se connecter au monde, en ce moment-là, il ne faut pas encore se targuer de dire que nous avons un complexe scolaire moderne. Donc, vous avez des problèmes aujourd'hui des enseignants, de la qualité de l'enseignement. On n'est pas contre la construction de ces centres, mais ce n'est pas parce qu'on a construit le problème, on a construit un centre, qu'on a résolu le problème de recrutement qui demeure encore criant aujourd'hui, qu'on a résolu le problème du contenu tout à l'heure, je parlais de la qualité de l'enseignement et même du niveau de l'éducation au Congo. Donc les problèmes demeurent encore préoccupants jusqu'aujourd'hui. Il faudrait pas que l'on se contente des inaugurations, qui devient, je le disais tout à l'heure, des opérations simplement de séduction de la population, parce qu'au fond, ces infrastructures, nous le savons, dans les années passées, il y a eu les mêmes opérations, avec les mêmes ambiances, avec les mêmes mobilisations, mais à la fin, nous savons que, je vais vous parler de l'aéroport de Dolisie, je vais vous parler du stade de Dolisie, pour ne pas parler des autres stades à travers le pays, des autres aéroports à travers le pays, puisqu'on disait que le Congo n'avait plus le problème d'aéroport, mais pas de compagnie, pas d'aéroport aujourd'hui. L'unique qui nous reste, sinon les deux, c'est Olombo-Brazzaville. Et vous regardez comment l'aéroport de Brazzaville fonctionne. On est encore très loin de satisfaire les problèmes de population. Ça veut dire que ces inaugurations ne peuvent en rien combler les problèmes sociaux des populations. C'est plutôt une opération de marketing. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le besoin pour le président de la République d'être en contact permanent avec sa population, avec son peuple. Restons sur des séries d'inaugurations que fait le président de la République. Certains avancent que ces initiatives paraissent comme une sorte de pré-campagne. Quelle est votre lecture face à cette hypothèse? Oui, bon, le bal des inaugurations, oui, ben, c'est un homme politique. Il faut voir comment tout le gouvernement est mobilisé. Il faut voir comment le PCT se mobilise avec ses alliés. Il faut seulement voir comment l'argent est mis en jeu. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, est-ce que le président réellement a besoin d'autant de folklore pour aller rencontrer sa population? A-t-il besoin d'avoir autour de lui tous les ministres? Je le disais même tout à l'heure, est-ce que le Premier ministre est obligé d'être dans toutes ces descentes du président de la République? Puisque le gouvernement actuellement a des situations beaucoup plus préoccupantes. On peut laisser au président de la République son cabinet, les autorités locales, départementales, accueillir le président avec les populations s'il le faut. Mais quand les partis s'impliquent, surtout le principal parti au pouvoir s'implique avec une forte mobilisation, à coups de billets de banque, avec des tam-tams et tout ce qu'il faut. À Dolisie, c'est même pendant 4 heures, pour ne pas parler de 5 heures. Alors que cette population souffre, est-ce que vous pensez que c'est réellement pour résoudre un problème social? C'est des opérations de marketing, et je vous parlais tout à l'heure du syndrome du bonbon électoral. Et nous sommes à la porte de l'élection présidentielle. Le président, oui, en tant qu'homme politique, a aussi le droit d'aller tester, je vous disais tout à l'heure, sa popularité, aller rassurer et aller dire aussi que vous avez, pendant 4 ans, pensé que nous ne faisions rien, mais regardez, nous avons construit, nous avons fait ceci, nous avons fait ceci. Parce que dans cette descente, qui devait être des descentes simplement sociales, puisqu'il a dit qu'il allait à la rencontre de la population rurale, vous avez constaté qu'on y a ajouté les inaugurations des infrastructures. Et
je vous disais que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce programme est mécanique, souvent à l'orée des élections, souvent à l'aune des années électorales. Donc, ceux qui pensent que c'est une pré-campagne, pour ne pas dire une opération de séduction politique, n'ont pas tort. Parce que, tel que les choses s'organisent, finalement, on se dit, est-ce qu'il fallait tout cela pour que le président visite le Congo alors qu'il est chez lui? Au moment où nous voyons des inaugurations, par-ci par-là, l'université Marien Ngouabi est en grève et où l'économie traverse des difficultés, peut-on dire c'est le moment idéal pour ces inaugurations, Brony? Nous avons vu la ministre de l'Enseignement supérieur tenir un discours lors de l'inauguration de l'université Limou. À la question que je me suis posée, quand elle pose ce tacle-là, pense-t-elle que l'université Marien Ngouabi, depuis qu'elle est là au gouvernement, ne fonctionne presque pas? Quelle est aujourd'hui la fierté? On veut pas avoir l'effet d'exclusion ici. Non. On veut pas imposer cet effet d'exclusion que finalement, parce que l'université Marien Ngouabi ne fonctionne pas, que on ne doit plus continuer à construire. Mais la principale université qui a formé plusieurs cadres et même la ministre elle-même, et si cette université aujourd'hui, qui est la principale université Marien Ngouabi et qui reçoit plus de 30 000 étudiants par année, si cette université vit au rythme des grèves, quelle est aujourd'hui la fierté pour ce ministre-là de vouloir aller inaugurer en grande pompe une autre université alors qu'elle n'a pas pu gérer l'université Marien Ngouabi? Est-ce sa faute? Mais vous savez quelle est l'université Marien Ngouabi? Elle est universitaire. Il y a à peu près une dizaine de ministres au gouvernement qui sont de l'université Marien Ngouabi, qui sont universitaires. Je pense qu'à un certain moment, l'éducation dans toutes les politiques au monde passe avant tout. Vous avez l'éducation, vous avez la santé. Mais si l'université Marien Ngouabi, qui devait être la principale préoccupation, à la fois pour ces ministres qui sont universitaires et même pour le pouvoir en place, ne l'est pas, et qu'on constate finalement que des coûts de milliards et des milliards sont souvent dépensés pour des projets qui n'aboutissent pas, par exemple le cas actuel, ne pensez pas que les jets que l'on prend tous les jours pour aller d'un point à un autre, le séjour de tout le gouvernement, de tout ce qui accompagne le président à l'intérieur du pays, toutes ces organisations, vous pensez que ça se fait sans frais? Mais combien demandent les enseignants de l'université Marien Ngouabi pour leur salaire? Combien demande l'université Marien Ngouabi pour moderniser cette université? Mais est-ce que la SNPC aussi ne devait pas penser à l'université Marien Ngouabi? Peut-être le projet en cours. Espérons. Donc, le nœud du paradoxe est là. D'un côté, on célèbre. De l'autre, il y a finalement, je vous disais tout à l'heure, que l'arbre de ces inaugurations cache la forêt des difficultés, j'ai envie de dire, des difficultés universitaires, des difficultés des enseignants, des difficultés des populations. Et quand on est dans ces inaugurations, on a l'impression que tout va bien au Congo. On a l'impression que Dolisie va bien, que Pointe-Noire va bien, que Sibiti va bien. Dans ce temps, l'université Marien Ngouabi est fermée. Aucune réunion de crise, puisque le Premier ministre doit accompagner le président de la République, puisque la ministre de l'Enseignement supérieur doit être aux côtés du président de la République pour inaugurer une autre université qui serait privée. Alors, à quel moment allons-nous traiter ce problème? Aucune réunion de crise aujourd'hui. C'est comme si on a dit, on est habitué à ces grèves, on est habitué que l'université fonctionne de cette manière. Poursuivons la marche. Merci, Gabriel. Brony, nous allons nous arrêter un peu sur cette question de grève à l'université Marien Ngouabi. On aimerait comprendre aujourd'hui quelles en sont les causes principales et quelles conséquences pour les étudiants et le pays. Tout est connu. Cette université aujourd'hui est l'une des plus retardées, sinon les plus reculées d'Afrique, alors qu'elle était parmi les premières. L'université Marien Ngouabi n'est citée nulle part parmi même les 1000 universités du Congo. Allez voir dans quelles conditions les étudiants apprennent. Vous savez, dans un monde où les autres se préoccupent déjà de l'économie de la connaissance, dans un monde où les autres sont très loin, j'ai vu comment le Burkina Faso, qui est en guerre, qui est envahi par les djihadistes, inaugurer un robot qui a été monté sur place, présenté il y a à peine une journée, c'est-à-dire le 18 novembre 2025, lors du salon, je crois, le salon du numérique. Mais le Congo est encore très loin de ses préoccupations, très en retard de ses préoccupations, qui devient prioritaire aujourd'hui
de l'économie de la connaissance, de l'intelligence artificielle, du numérique dans l'ensemble. Le numérique au Congo se résume à la connectivité. On a connecté telle ville à telle ville. On est incapable de digitaliser le trésor, on est incapable de digitaliser les administrations, on est incapable, comme ailleurs où finalement, vous n'avez pas besoin de vous asseoir dans un restaurant, attendre qu'on vous apporte, comment on appelle ça, le menu, alors qu'il y a des machines pour tout demander, et même dans les arrêts de bus. Oui. Donc, aujourd'hui, l'université Marine Ngouabi fait face à ce souci de modernité. Elle doit se moderniser. Même l'université Denis Sassou Nguesso qui est récente, manque encore beaucoup de branches, manque encore beaucoup de choses à faire, puisqu'il y a plusieurs bâtiments qui sont encore inachevés. Au niveau de campus, il y a beaucoup de choses qui ont été volées et même des trucs qu'il faut refaire. Donc vous constatez que il faut moderniser l'université Marine dans les conditions d'apprentissage. Vous avez aussi le problème des universitaires eux-mêmes. Réellement, il faut respecter leur statut. Il faut qu'ils aient régulièrement leur salaire. Il y a un ministre qui rencontre un jour un universitaire, permettez-moi cette anecdote, qui prenait une moto Jakarta, comme on dit, vulgairement chez nous. Il dit, ce ministre-là s'arrête et dit, un universitaire comme vous faites la moto, venez monter dans ma voiture. Heureusement que cet universitaire est d'une, j'ai envie de dire, il a des valeurs, il a refusé. Mais est-ce que le ministre est content de constater que l'université, je dis pas que la moto n'est pas un bon moyen de transport, mais que les universitaires qui devraient même socialement être des prototypes, des exemples de réussite dans ce pays, vivent parmi eux certains comme les clochards. Croupissent de la précarité. Croupissent dans la précarité. Certains universitaires se bousculent parfois dans les bus pour aller travailler. Alors que ils devraient être parmi les privilégiés de la République, pour ne pas dire, on va pas crier, c'est ce que j'ai entendu, la fracture sociale et territoriale, comme j'aime à le dire, entre les universitaires et la population, mais au moins on devait il fallait les mettre là où il faut les mettre. On peut pas aujourd'hui avoir des universitaires qui manquent de tout. Qui manquent un moyen de transport. Qui manquent un moyen de transport, même pas une moto. Les problèmes sont connus de tous et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce que nous reprochons souvent à ces universitaires, sinon syndicalistes, les grèves souvent se limitent aux rencontres avec le gouvernement. Parfois, ce qu'ils appellent, on vous offre le jus, le rafraîchissement, et quand ils sortent de là, ils oublient tous leurs problèmes, ils lèvent la grève. Et s'ils se rendent compte que 2-3 mois après, le salaire n'est pas toujours payé, ils repartent en grève. Je crois que dans quelques semaines, le gouvernement va encore recevoir ces syndicalistes. Et à la fin, il y aura un rafraîchissement. Ça va peut-être être une très bonne bière glacée ou c'est pas quoi, du tangawizi, machin. Peu du vin. Voilà. Et à la fin, ils vont dire, on lève la grève, on oublie tous les problèmes. Et ce sont les étudiants qui subissent, surtout ceux qui ont obtenu, qui viennent d'y mettre au bac cette année, qui s'achèvent. Comment font-ils? Est-ce que ces universitaires Brony n'encourageraient pas eux-mêmes cette mégestion? Mais par leur attitude passive, plusieurs sont dans les cabinets ministériels comme conseillers, comme directeurs de cabinet. Ils ont préféré abandonner l'université. Ils sont plus fiers de ce qu'ils font. Donc par leur attitude complice et passive. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Je demande pas qu'il aille en grève, mais en tant qu'universitaire, il devrait s'imposer face au gouvernement qui a tous les moyens pour résoudre leurs problèmes. Donc aujourd'hui, la crise, oui, on est en crise, mais il faut avoir des priorités. Toutes les priorités ne sont pas des urgences et toutes les urgences ne sont pas des priorités. Le gouvernement doit se focaliser aujourd'hui sur l'essentiel pour voir quels sont les secteurs les plus importants, les plus stratégiques pour le Congo. Il faut qu'on y apporte de la solution le plus tôt possible. Il peut avoir des moyens. L'argent qu'on emprunte ailleurs peut aussi servir à résoudre ces problèmes au lieu que ça aille dans les poches des gens. L'argent que les gens détournent à gauche et à droite peut servir à résoudre ces problèmes. Donc aujourd'hui, l'université Marine Ngouabi, comme le CHU, finalement, ce sont des malades, j'ai envie de dire, qui sont totalement dans le coma, malheureusement. Et pour terminer, je me souviens bien je me souviens bien un jour à la maison, j'ai vu ma fille qui vient d'avoir 1 an, qui aime bien suivre les berceuses. Et finalement, devant la coupure d'électricité, elle était comme surprise. Moi, j'ai dit,
que dois-je expliquer à ma fille qui a 1 an? Elle est née dans l'obscurité. Voilà. Elle va grandir dans l'obscurité. Et va-t-elle grandir dans l'obscurité? Son père aussi, à peu près 30 ans, moi, plus de 40 ans aujourd'hui. Et finalement, je me rends compte que je suis presque né dans la même galère. Et je me souviens de mon défunt père qui me disait, puisque je l'avais fait venir ici à Brazzaville, il dit, mais écoute, tu me fais venir à Brazzaville. Quelle est la différence entre mon village et Brazzaville? Puisque vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité. Et quand je vois l'état des routes, c'est pareil. Mais quelle est donc la différence? Et finalement, il a quitté ce monde, il est parti en laissant l'espoir qu'ils avaient après les indépendances, s'étioler, laissant ce pays dans cet état, malheureusement. Et voilà, on espère qu'après les inaugurations, peut-être que les choses pourraient changer, que, comme on a dit à Pointe-Noire et partout, qu'on pourra atténuer le chômage au Congo. Brony, nous arrivons presque à la fin de notre chronique de ce soir. Au regard de tout ce que nous venons d'évoquer ici, concrètement, qu'est-ce que ces infrastructures apportent aux Congolais? Peut-on parler de développement tangible ou surtout d'image symbolique? Il faut savoir que les infrastructures en soi sont d'une importance capitale, pour ne pas dire d'un intérêt important pour chaque État. Vous le savez que dans sa politique, dans sa vision, le président de la République s'est donné donc la mission de doter le Congo des infrastructures. Il y en a dans différents domaines. Vous avez les infrastructures aéroportuaires, vous avez les infrastructures dans le domaine des sports, dans le domaine de la santé, dans le domaine éducatif, c'est ce qui se fait actuellement. Vous allez vous rendre compte que finalement, il s'arrange à avoir dans chaque secteur une infrastructure ou 2 ou 3. C'est la volonté de vouloir transformer le Congo. Mais effectivement, si nous avons des routes comme la route Brazzaville-Pointe-Noire, comme Brazzaville-Ouesso, si nous avons des routes aussi principales, et si ces infrastructures au niveau donc de l'intérieur du pays de l'interlangue sont construites réellement pour résorber le chômage et résoudre les problèmes des jeunes, mais il faut s'attendre que dans quelques années, le Congo, oui, peut espérer se développer. Mais malheureusement, ces infrastructures sont souvent construites hors budget, c'est-à-dire que souvent avec des surfacturations, pas selon les études qu'il faut. Vous avez vu la corniche, comment quelques mois d'années d'inauguration, ce qu'on a vu avec la corniche, et même certains experts pensent que le danger est encore permanent. Quand vous regardez le viaduc, mais il s'affaisse déjà réellement le viaduc. Dans 10 ans, 20 ans, peut-être qu'il sera encore totalement, qu'il va disparaître sous le poids des sables. On a donc ce problème de gestion, problème de respect des normes, problème des règles. Et, par exemple, aujourd'hui, est-ce que toutes ces infrastructures, telles que c'est construit, répondent réellement aux besoins des populations? Comme l'hôpital, oui. Est-ce que, par exemple, à Pointe-Noire, on avait besoin d'un institut de recherche biologique? Même si ça c'est privé ou pas, est-ce qu'on avait besoin à Dolisie par exemple d'un complexe moderne par exemple de l'éducation? Est-ce qu'on n'avait pas besoin d'une industrie à Dolisie? Est-ce qu'on n'avait pas besoin, par exemple, d'une industrie à Ouesso? C'est des questions qu'il faut se poser aujourd'hui. Parce que si toutes ces infrastructures ne règlent pas le vrai problème des populations, les problèmes d'eau, d'électricité, de transport, si toutes ces infrastructures ne résorbent pas le chômage, à quoi servent-elles réellement? Au monument, à l'embellissement de la ville et de l'embellissement du pays. Et c'est pour cela, après quelques années, comme ces infrastructures ne changent en réalité rien dans le quotidien des populations, elles tombent tout ou presque en désuétude. Je vous parlais des stades et des aéroports pour ne pas citer d'autres chantiers des hôpitaux qui, à travers le pays, chôment encore. Ils sont restés des éléphants blancs. Voilà. Merci Brony d'être passé. Merci Gabriel. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. On est très heureux de vous savoir nombreux connectés sur Tchédeka Média pour nous suivre. Abonnez-vous et partagez le contenu. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien.